Voilà, ben, nous revoilà. Bonjour à toutes et à tous. On est absolument ravis de vous retrouver pour cette édition qui suscite pas mal d'engouement et on est absolument ravis parce que on est au cœur de notre sujet chez Piscine avec Simone et chez Talk avec Simone. Et on va parler, pour une fois, on va parler de nous. Ça va nous faire du bien d'ailleurs. Nous, c'est-à-dire la génération des femmes actives, des quinquas. On dit quinquas, mais en fait, ça va au-delà. C'est aussi une question de mentalité. Et cette mentalité-là, elle nous habite toutes et on est malheureusement affublé de beaucoup de stéréotypes agistes dans la société. Et on s'est rendu compte que notre génération avait une sacrée tendance à disparaître des radars pour tomber un peu dans l'oubli. Alors, est-ce que nous, femmes de 50 ans et plus, aurions une date de péremption? On a une bonne idée de la réponse, mais on va en débattre avec nos invités. À quoi ressemble notre génération en 2021? Et on va en discuter avec nos invités qu'on vous présente tout de suite. Marina Tomei, qui est actrice, autrice et metteuse en scène et qui est la fondatrice de AAFA Tunnel de la comédienne de 50 ans, qui est une commission au sein de l'association Actrices et Acteurs de France Associés et qui dénonce l'invisibilisation des femmes à l'écran après 50 ans. Le mantra de la commission, il est extrêmement pertinent. Qui n'est pas représenté n'existe pas. Vous avez 4 heures, on ramassera les copies à la fin du webinaire. Ensuite, je vous présente Catherine Grangeard, psychanalyste, qui s'est emparée de la question du psychisme des femmes de cette génération et aussi de leur sexualité. Après 50 ans, c'est un tabou qui reste ultime, qui est fondé toujours en 2021 sur des stéréotypes d'obsolescence et qu'elle a déconstruit dans son dernier ouvrage. Et son mantra, qui est le titre aussi de son livre, s'intitule « Il n'y a pas d'âge pour jouir » et c'est édité chez Larousse. Enfin, je vous présente Isabelle Thomas, qui est styliste personnelle et thérapeute de l'image de soi et qui accompagne les femmes à plonger dans leur vestiaire pour redéfinir leur style. Ce n'est absolument pas quelque chose de futile, comme on en discutera avec elle et avec nos invités. Le vêtement a des vertus thérapeutiques et donne à voir une partie très intime de nous-mêmes et nous verrons comment ces codes vestimentaires peuvent nous donner une visibilité et une assurance absolument incroyable. Et le mantra d'Isabelle, c'est ne ressembler qu'à vous-même. Alors, en introduction, avant de laisser la parole à mes invités, on lit avec Sandrine qui va, elle, s'occuper comme d'habitude des questions et de relayer un peu les commentaires du chat. On lit pas mal d'articles dans Le Monde et le Huffington Post qui s'émeuvent depuis quelques semaines de la disparition de la population des cinquantenaires, hommes et femmes confondus. Mais on sait bien, nous, que depuis l'article fondateur de l'essayiste féministe Suzanne Sontag, que les femmes sont soumises à un double standard en matière de vieillissement, qui est le sexisme et l'agisme. La féministe, d'ailleurs, à l'époque, dans l'article qu'elle publiait dans les années 70, se demandait pourquoi les femmes mentaient sur leur âge et elle constatait qu'elles étaient considérées comme des denrées périssables par une société toujours en quête de jeunisme et elle concluait en disant les femmes doivent dire la vérité sur leur âge. On est assez d'accord avec elle et c'est ce qu'on va faire au cours de cet échange et on va avoir 1 heure assez dense pour questionner des représentations qui ne bougent pas tant que ça depuis, on peut dire, quelques millénaires, quoi. Mais on est là pour y remédier. Petit rappel aussi, une femme majeure sur 2, et ça je cite les chiffres que m'a redonné Marina, une femme majeure sur 2 a plus de 50 ans en France et représente 1/4 de la population majeure totale. Et en fait, ce n'est pas rien du tout. Alors, ma première question tout de suite, c'est pourquoi à 50 ans, pour les femmes, ça devient l'âge de l'invisibilisation? On va commencer avec Marina. Marina, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue à partir de 50 ans? Est-ce qu'il s'agit d'une question de jeunisme ou est-ce qu'il y a des causes plus souterraines? Oui,
Alors, on n'a pas de billes en tête. Alors, d'abord, je te remercie vraiment d'avoir nommé invisibilisation et non pas invisibilité. Déjà, soyons très clairs, parce que c'est pas invisibilité. Invisibilité, ça voudrait dire que on est invisible, hein, alors que on nous invisibilise, ce qui n'est pas du tout pareil. On ne devient pas invisible, on nous rend invisible, hein. Donc, comme dit Catherine Pif, qui co-dirige la commission tunnel de la communauté de 50 ans avec moi, on n'est pas la femme invisible, on est la femme qu'on efface. Et ça, c'est pas pareil, hein, voilà. Donc, ta question, c'était comment ça se fait à la bascule de 50 ans. Mais il y a plein de raisons. Je vais aller direct à l'essentiel parce qu'on n'a qu'une heure, c'est la ménope. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est la ménopause. Et donc, on voit que dans les représentations, puisque nous, c'est notre domaine, hein, on parle vraiment de l'axe des représentations, eh bien, dans les représentations, on ne représente en 2021, on continue à ne représenter les femmes que sous des traits de jeunes, belles, séduisantes, et je vais aller direct, baisables, enfantables. Et on est toujours, donc, la femme est toujours un ventre qui procrée. Quand elle n'est plus en moyen de procréer, on la jette à la poubelle. On est comme des marmites, hein, c'est Françoise Héritier qui parlait de ça comme ça. Les marmites, voilà, elles sont plus bonnes à enfanter, donc on les met à la poubelle et on en prend une plus jeune. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans beaucoup de séries françaises, hein. On voit que les personnages évoluent, une série à succès, elle dure 10 ans, 15 ans, les comédiens vieillissent, mûrissent, et les femmes, eh bien, on les vire et on en prend une plus jeune pour faire le même rôle. Donc voilà, je pense que c'est la ménope, la bascule, elle est là. Hein, et c'est le dernier tabou. Il faut vraiment qu'on œuvre, et je suis ravie que tu m'aies invité là-dessus, et de partager avec vous ce temps de réflexion, parce qu'il faut vraiment qu'on œuvre ensemble. Oui, bien sûr, la société, il y a du jeunisme contre les seniors, hommes et femmes, mais pour les femmes, c'est 2 fois plus difficile. L'avis de Catherine Grangeard, psychanalyste, est-ce que cette invisibilisation aussi, c'est aussi une question d'un moment où les femmes pourraient redevenir très puissantes? Est-ce que c'est de cet ordre-là, de manière plus inconsciente, ce qui se joue aussi? Alors, je suis d'abord complètement d'accord avec ma copine Marina Tomé, qui a tout à fait raison dans ce qu'elle vient de dire. Au niveau individuel, on va parler de singularité, parce que même si on va généraliser les femmes de plus de 50, mais les femmes ne deviennent pas identiques sous prétexte qu'elles ont le même âge. Elles continuent à avoir une singularité, elles continuent à avoir une personnalité, elles continuent à avoir une histoire, et ça, c'est vraiment hyper important de refuser la catégorisation qui nous rendrait tout d'un coup identiques. Nous ne le sommes pas et nous continuons à avoir nos spécificités, et ceci est vraiment hyper important, parce que d'un côté, il y a le social que Marina vient de rappeler et j'adhère complètement. Par ailleurs, il y a la façon dont on intègre le social, les stéréotypes, les injonctions et compagnie. Et on a beaucoup de solutions pour faire autrement. Et c'est peut-être grâce à la singularité de chacune que nous allons pouvoir faire évoluer les choses. Souvent, je ne cesse d'ailleurs même de parler du tipping point, les 10% d'une société qui sont les points de bascule. Eh bien, ces 10% peuvent remettre en question les stéréotypes. Mais nous-mêmes, au sein de nous-mêmes, lorsqu'on a une ambivalence, est-ce que je suis encore, pour reprendre ton expression Marina, baisable? Est-ce que je peux encore m'autoriser à être sur le marché de la sexualité? Ou est-ce que je peux encore m'autoriser à être sur le marché de l'entreprise? Puisque tu as dénoncé, Sophie, un certain nombre de situations en entreprise où il y aurait une éjection. Est-ce que moi, je peux me permettre, ou est-ce que je suis ridicule à essayer de continuer à vivre sur tous les plans? Parce que c'est bien ça notre question. On ne veut pas être catégorisé de l'extérieur comme la grand-mère, mais de l'intérieur, moi, je me sens encore désirante, je me sens encore ayant envie
de peser dans les entreprises, dans les sociétés, dans les associations et je ne sais trop où. Donc tout ceci, ça dépend de nous. Comment on introjecte, on assimile ce qu'on dit de nous dans une société que Marina a rappelé d'entrée de jeu. Et ce qui est vrai, hein, le jeunisme n'a pas le même effet sur les femmes et les hommes. Parce que les femmes, on nous a toujours demandé d'être au niveau du corps, une sorte de présentation. Or, nous, peut-être, on a envie de vivre bien dans notre peau, mais avec une peau qui vieillit, avec nos articulations qui vieillissent aussi d'ailleurs, etc., etc., etc. Et donc, en partant de nous, différentes, parce que si on a une qui a plus du tout envie d'être sur le marché du sexe ou qui a plus du tout envie d'être sur le marché de l'entreprise, mais grand Dieu, qui devrait l'obliger à l'être? Certainement pas nous. Voilà, donc c'est tout ça que je voudrais d'entrée de jeu apporter, parce que nous sommes différentes et nous le restons. Le programme est assez complet. Est-ce que, Isabelle, tu constates une appréhension différente des femmes qui viennent te consulter à partir de 45 ans? Qu'est-ce qui se passe, je dirais, sur son image personnelle et corporelle? Est-ce que tu vois un espèce de basculement aussi? Ou bien, comme le dit Catherine, on est toutes différentes et on ne peut pas en sortir quelque chose de commun ou une tendance? Alors, je suis vraiment d'accord avec Catherine. C'est vrai que j'ai toujours du mal avec ce côté, on met tout le monde dans la même marmite, pour prendre aussi l'expression de Marina. Dire, bah, j'ai 50 ans, je dois couper mes cheveux, je dois arrêter de porter du court, ou au contraire, le long, à la mode en ce moment, ça va pas m'aller. Pour qui se prend-elle à son âge? Donc il y a tout ce côté, bien sûr que les femmes ressentent ça, parce qu'il y a de telles injonctions dans la société. On nous a tellement dit, à partir d'un certain âge, vous devez faire comme ci et plus comme ça. Sauf que le certain âge a évolué. Que veut dire certain âge? À partir de quel âge on a un certain âge où on n'a plus l'âge de? Il y a des femmes qui se sentent vieillottes, entre guillemets, à 30 ans, à 35 ans, qui se disent déjà, bah, ça y est, je suis vieille, je peux plus m'habiller comme ça. Il y en a d'autres qui ne se sentent pas vieillir, même à 70 ans, qui ont toujours 15 ans dans leur tête. D'ailleurs, on a quand même, je pense, toujours 20 ans dans nos têtes. Il y a toujours une partie de nous qui a 20 ans. Donc, bien sûr qu'il y a aussi une histoire de singularité. Il y a beaucoup de femmes qui se disent, ben non, moi, peu importe mon âge, je continue à porter des Doc Martens et des salopettes. Mais il y a quand même toujours une interrogation. Alors, les femmes qui viennent me voir, forcément, si elles viennent me voir, c'est qu'elles ont des doutes, c'est qu'elles sont bourrées de préjugés, c'est qu'elles subissent les injonctions. Donc, il y a questionnement. C'est je ne peux plus m'habiller comme avant, mais que faire? Comment je ne veux pas être trop jeune, je ne veux pas être dans le jeunisme, je veux être bien dans mon âge, je ne veux pas avoir l'air plus jeune, mais être bien dans mon âge, mais pas avoir l'air plus vieille. Et d'ailleurs, confirmer ce que tu viens de dire, on a, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a eu la Fashion Police s'est déchaînée sur Jill Biden, qui était vêtue, alors un peu style années 80 à la descente de Air Force One, et elle a subi des commentaires qui étaient du genre à 69 ans, c'est indécent de s'habiller de cette manière-là. Elle était vêtue d'une manière, je dirais, très sobre, des collants noirs, une jupe un peu courte. Donc, ce que tu dis, Isabelle, résonne encore aujourd'hui de manière assez importante. Et j'aimerais bien qu'on rentre dans le vif du sujet avec Marina pour parler vraiment… Oui. Juste avant, ça va passer la parole à Marina direct. Il y a Sophie Millon qui dit, en interview d'actrice, on m'a dit que le public ne veut pas voir des femmes de plus de 50 ans car cela leur fait penser à la mort. 5 manières de contourner l'omerta de la ménopause ou ça touche autre chose. Et donc, du coup, Marina… Alors justement, Marina, ma question c'était les représentations erronées des femmes à partir de 50 ans, et je compte sur toi pour nous parler du super pouvoir de disparition de la comédienne.
Alors, quels sont les rôles qui lui sont globalement dévolus aujourd'hui? Et puis, tu vas nous raconter ce que vous avez constaté avec ce travail formidable que vous faites au sein de la commission. Oui, parce que c'est vrai que je parle vraiment au nom de la commission. On est 40, hein, une quarantaine d'hommes et de femmes, des plus jeunes aussi, qui sentent bien qu'il faut agir maintenant pour leur avenir. Voilà, ce que je veux dire par rapport à ce qu'a dit Catherine et Isabelle, bien sûr, elles ont tout à fait raison. Nous avons la possibilité chacune de faire bouger les choses millimètre par millimètre, mais nous, on travaille vraiment sur l'axe des représentations, parce que ces injonctions dont parle Isabelle, ben, c'est évidemment les représentations, que ce soit dans le cinéma, dans les médias, dans la publicité. Hein, quelle image on donne à voir, quel modèle on envoie au monde. Et ça, dans notre secteur, c'est notre responsabilité de créateurs et de créatrices, hein, puisque nous fournissons à la fois un miroir et un modèle pour les générations à venir. Et il est très important de tirer la sonnette d'alarme, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans, pour qu'il y ait une prise de conscience, pour briser l'omerta, hein, comme dit Sophie Lyon, là, parce que, évidemment, avant, non seulement on crevait, mais en plus, il fallait le faire en silence, sans faire de bruit, et ne rien dire. Voilà. Donc là, au moins, depuis quelques années, on a, je pense, brisé l'omerta. Nous avons. Quelle était ta question, Sophie? Excuse-moi, je m'emballe. Sur les représentations et les rôles dévolus à l'écran aux femmes de 50 ans. Oui. Est-ce qu'il y a une typologie des rôles et des caractères? Alors, absolument. Déjà, au niveau, on va dire, parce qu'il y a 2 manières de regarder le sujet des représentations. Il y a le niveau quantitatif et il y a le niveau qualitatif. Alors, sur le niveau quantitatif, nous, on a fait depuis 5 ans des comptages. Hein, heureusement, on est très nombreuses. C'est vraiment un travail de fourmi incroyable. On regarde les films. Sur tous les films français sortis en 2015, le pourcentage des rôles féminins de plus de 50 ans, c'était 8%. Je rappelle ce que tu as dit au départ, une femme majeure sur 2 a plus de 50 ans. Ça veut dire que quand on sort dans la rue, on regarde les femmes, une femme sur 2 a plus de 50 ans. Pourtant, au cinéma, il n'y en a que 8%. On a recommencé en 2016 en se disant « Oh là là, 2015, c'était une mauvaise année ». On recommence en 2016, eh bien, c'est pire. En 2016, c'est 6%. Et donc, nous, on mène ces petits comptages parce qu'à un moment, il faut compter. C'est les chiffres qui donnent une réalité parce que nos regards sont biaisés. Nos propres regards sont biaisés, habitués à ne pas les voir, ces femmes de plus de 50 ans. Et récemment, on est très heureuse parce qu'après 3 ans de bataille acharnée auprès du CSA, du CNC, du ministère de la Culture, au bout de 3 ans de rendez-vous, de coups de fil, de mails, de frapper aux portes, nous avons obtenu l'étude officielle qui vient absolument valider nos chiffres de la part du CNC. Donc ça, c'est pour le côté qualitatif. Si on regarde maintenant le côté quantitatif, alors là, je vais me référer parce que comme tu nous as envoyé gentiment des petites questions, c'est bien, on a pu préparer. Et donc, j'ai mis de côté, parce que ça, c'est très, très parlant, c'est une étude qui a été faite en 2017 par Geneviève Cellier, hein, qui est une grande chercheuse, et qui a, sur les stars vieillissantes dans le cinéma français, voilà, je cherchais le titre exact, elle a fait un comptage, vraiment, qualitativement, des rôles tenus. Alors, je vais vous lire. Hein. Les rôles tenus par les hommes, quels sont-ils? Les hommes de plus de 50 ans dans le cinéma. Cadre, père, retraité, paysan, gangster, surveillant, officier de police, commerçant, grand chambellan, calife, chirurgien, homme d'affaires, collectionneur, soldat, chef des armées, patron de boîte de nuit, constructeur de bateaux, patron de restaurant, moine, médecin, journaliste, entrepreneur de confection, professeur d'université, agent immobilier, professeur de collège, acteur. Les rôles pour les femmes de plus de 50 ans. Attention, ça va faire mal. Mère de famille, femme au foyer, épouse, fille, sœur, domestique, grand-mère, maîtresse, reine, professeur de collège. D'accord.
Voilà. Bon. Ça, c'est on digère l'info. C'est un peu C'est un peu plombant. Alors, Sophie, Marina, avant que Catherine reprenne la parole, on peut faire le parallèle. On a fait beaucoup de webinaires sur l'entreprise et on parlait du peu de présence de femmes dans l'encadrement des entreprises. C'est-à-dire que si déjà dans le cinéma, il n'y a aucune représentation de femmes d'affaires, femmes dirigeants d'entreprise et tout, évidemment, il va être difficile dans les collègues des entreprises de voir des femmes au pouvoir. C'est pour ça que les représentations sont vraiment le nerf de la guerre. Ce qui peut faire bouger les choses, c'est les représentations. C'est pour ça que notre mantra, c'est qu'il n'est pas représenté, n'existe pas. C'est qu'en changeant les représentations, on change la société. Si nous, on arrive à faire bouger les représentations au niveau du cinéma, ça va changer pour tous les secteurs d'activité et pour toutes les femmes. C'est un enjeu de société. C'est pas du tout… Oui, c'est pas une histoire de comédienne qui chouine. Ça, nous, on l'a bien compris et qui cherche des rôles. Et avant de repasser la parole à Isabelle, je vais peut-être inverser mes questions et demander à Catherine justement comment on sort des rôles de mère et d'épouse pour se trouver soi. Parce que souvent, 50 ans, les enfants sont éduqués. Donc, le côté de la mère qui peut être prédominant jusqu'à ce que les enfants quittent le nid, et côté épouse aussi, qui souvent, parfois, c'est des périodes de bascule et de séparation. Est-ce que c'est une génération aussi où on se retrouve à un moment un peu perdu pour se retrouver soi ou se trouver un autre rôle qui sort des schémas maternité et marital? Bon, déjà, Marina, je reviens sur ce que tu as dit. Pour moi, c'est une évidence. D'ailleurs, dans mon bouquin chez Larousse, là, je ne cesse de faire le parallèle entre les modèles d'une société qui sont communiqués, entre autres, par les médias et par les films, les séries, etc. Parce que s'il y a autant de héros et si peu de héroïnes, évidemment, on se construit comme ça, parce que la psyché, c'est à la fois de la vie personnelle, de sa famille, etc., et en même temps l'environnement social. Donc, sur tout ça, c'est une évidence. On ne va pas changer poussière après poussière, une après une, un après un, sans changer en même temps les représentations sociales. Pour moi, il faut marcher des deux pieds. D'abord, le pied gauche avec l'environnement social, avec tout ce que tu racontes, et le pied droit avec la communication au sein de la famille sur des identifications différentes. Parce que Sophie, on n'est pas plus que les hommes dans le monde privé. Il ne serait pas père, je ne serais pas mère, il ne serait pas époux, je ne serais pas épouse, pas du tout. Nous sommes des êtres à la fois avec une insertion sociale publique et en même temps à l'intérieur du foyer et de la famille, ou pas de famille d'ailleurs si on veut. Donc ça, c'est vraiment hyper essentiel à communiquer. Ce n'est pas à 50 ans que ça commence. Les jeunes, et vraiment c'est une question de femmes, c'est une question de tous les âges. Si on présente la bascule à 50 ans parce que biologiquement, il y a la ménopause, ce serait terminé, bah, tu parles d'une trouille de tout âge. Tu as 15 ans, tu te dis, je n'ai pas longtemps pour vivre, parce qu'à 50 ans, je deviens complètement invisible aux yeux des autres. Et c'est bien la raison d'ailleurs pourquoi la phrase de Yann Moix, à partir de 50 ans, les femmes sont invisibles sexuellement, nous a tellement énervés. Et pour ma part, j'ai décidé un travail de temps long qui est un livre pour reprendre un peu le fond de tout ça. C'est quoi le narcissisme? Comment ça se construit? Pourquoi on a besoin du regard de l'autre? Et tout ceci, même si nos corps et nos visages vieillissent, et Isabelle, tu as absolument raison, parce qu'on va continuer à s'habiller comme on le souhaite. Moi, j'ai toujours aimé m'habiller court, je m'habille court, et je ne vois pas en quoi c'est moche ou ridicule. Le jour où j'estime que ça ne me plaira plus, je ne le ferai plus. Mais jusqu'à dorénavant, c'est moi qui vais décider, c'est pas l'extérieur. Mais tu imagines bien, Isabelle, que comme l'habit fait un peu le moine, si j'ai trop introjecté ce que Marina a bien raison de dénoncer et de lutter
pour que la femme de 50 ans ne devienne pas tout d'un coup inexistante et invisible, puisqu'on va s'identifier à ce qu'on voit sur nos écrans, eh bien, peut-être même à 25 ans, il y a des femmes mal dans leur peau parce qu'elles sont trop grosses, parce qu'on leur dit, toi, vu comment t'es, tu mets pas une jupe courte. Donc, ce n'est pas qu'une histoire d'âge, c'est une histoire de définition sociale de ce qui nous va ou ne nous va pas et comment on a le droit d'être, non pas par rapport à ce qu'on se sent être, mais parce qu'on attend de nous que l'on soit. Donc ça, c'est vraiment un travail individuel, plus collectif. Ça ne peut pas être l'un sans l'autre, c'est absolument impossible. Alors comment à 50 ans on devient bien dans sa peau? Si on n'a pas tout ce cheminement, je crois que ça va être super complexe. Parce que c'est déjà plus difficile dans notre société d'être bien plus on vieillit. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de la mort, Sandrine, je crois que c'est toi parce que quelqu'un en avait parlé. Bien évidemment que plus tu vieillis, plus tu te rapproches d'un âge canonique qui va t'amener au cimetière. Mais c'est évident, c'est pas si réjouissant que ça de prendre des années. Donc, il y a quelque chose qui est absolument évident. Même quand on se dit, je suis encore bien, mais on se le dit, je suis encore bien, ma splendeur, c'est pas aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout ça. Alors ne nous racontons pas d'histoire. Oui, c'est compliqué de vieillir, bien sûr, mais en quoi ce sera une mort sociale? En quoi ce serait une mort au niveau du désir d'être sur tous les plans qu'on souhaite être? C'est ça que nous avons à interroger. En quoi, si on est vivant, on ne devrait pas être vivant sur tous les plans? En quoi quelque chose qui est l'extérieur vient définir la façon dont je me perçois? Tout ça, moi, je l'interroge avec grande vivacité. Marina, je te rejoins, ça m'énerve profondément parce que on se limite. Et c'est pour ça que je parle d'empowerment. C'est parce que ça suffit, il faut s'affranchir d'un certain nombre d'injonctions. Et Isabelle, moi, je ne cesse de revisiter ma garde-robe et je ressors des trucs, des machins, parce que je me dis, tiens, mais ça, cette fois-ci, ça me plaît. Ça fait 10 ans que je ne l'avais pas mis, mais j'avais envie de le remettre. Donc, personne n'a le droit de nous dire, tu ne vis pas sur ce plan, tu mets plus des jupes, tu fais plus ci, tu fais plus ça, et tu n'as pas à correspondre à des injonctions. Mais bien sûr, mais ça, c'est évident que c'est à la fois socialement et individuellement. Sinon, on va nous taxer de ridicule. Et si on est ridicule, il faut avoir une force de personnalité assez exceptionnelle. Finalement, sur la marmite, je vais juste m'arrêter là, parce que Marina, tu as fait référence à Françoise Héritier. Quand elle parle de marmite, c'est pas pour nous mettre toutes identiques, c'est qu'elle dit que c'est parce que dans l'utérus, nous fabriquons les enfants, que parfois les femmes sont réduites à être le réceptacle et sur toute la planète, ça explique pourquoi nous avons été vraiment verrouillés. Et si tu fais plus d'enfants parce que tu as la ménopause, eh bien tu ne corresponds plus à la femme dans la reproduction. Est-ce que la sexualité c'est que pour faire des enfants ou est-ce que il y a aussi de la notion de plaisir? Donc après la ménopause, tu ne fais plus d'enfants, mais tu peux être dans le plaisir. Et c'est ça que Marina, dans cet excellent article avec l'héritier, avec Françoise Héritier, nous fait réfléchir sur la gravité de la ménopause. Parce que finalement, on a pris la pilule, on a pris des stérilets et tout ça. Donc, on a essayé de ne pas avoir autant d'enfants que la nature le proposait. Donc, on a vraiment besoin de travailler ces questions de fond pour pouvoir comprendre pourquoi, à la ménopause, tout est open, alors qu'on voudrait nous faire croire que puisque tu n'as plus d'enfants, eh bien, ça te changerait ta désirabilité sur le marché du sexe. Alors, on va revenir à Isabelle sur les représentations et aussi les représentations par le vêtement, parce que je pense que une des premières choses que l'on voit chez l'autre, eh bien, c'est le vêtement, la manière dont il s'habille. Alors, souvent, on est à un âge où on n'a pas envie de s'habiller comme ses filles et pas envie de s'habiller comme en passe-muraille. C'est quoi le bon équilibre et qu'est-ce que le vêtement donne à voir de nous tout de suite, immédiatement? Alors, le vêtement donne à voir de nous ce qu'on veut bien montrer. Et parfois, on ne sait pas ce qu'on veut montrer, justement.
il renvoie à l'autre. Si on est bien, tu parlais de Catherine, du regard des autres qui est tellement important. Alors, on se voit dans le regard des autres. C'est l'image que les autres nous renvoient qui contribue à construire notre identité. Mais il ne faut pas non plus être dépendant du regard des autres et avoir ce jugement pour qui va-t-on me prendre si je porte encore une mini-jupe ou autre, etc. Donc le vêtement nous aide à aller mieux, nous aide à nous reconstruire, mais si on trouve le vêtement dans lequel on se sent bien, il ne s'agit pas de mettre un pansement, sinon ça ne marche pas, mais de ne ressembler qu'à vous-même, c'est trouver, être chez soi dans des vêtements qui nous font du bien, dans des vêtements qui sont à la fois confortables et qui nous permettent d'être nous et qui ne correspondent pas aux clichés de la société, aux stéréotypes de la femme. C'est pour ça que je suis vraiment contre le relooking. Ce relooking qui dit vous avez une silhouette en V. Alors pour ressembler à l'idéal féminin qui a la silhouette en 8, vous devez mettre l'accent sur ci ou sur ça. Et ça, c'est vraiment des trucs qui m'énervent. Ce cliché de la silhouette en 8 qui est l'idéal féminin. Et si on a une silhouette en A, et si on n'a pas de taille, alors on est quoi? On n'est plus une femme. Donc c'est vraiment trouver ce qui est bon pour soi et pas ce qui est bon pour la voisine. C'est pas non plus collé à la mode du moment, parce que la mode, on s'en fiche. C'est vraiment être si on est bien dans ces vêtements, c'est une évidence. On s'en sentira plus forte, on se trouvera plus belle dans le miroir. On aura les autres nous trouverons plus belles, ou on aura l'impression que les autres nous trouveront plus belles. Donc c'est un cercle vertueux. Et on n'a pas à copier les autres. On parle aussi de singularité, d'individualité, et quel que soit l'âge. Alors à 50 ans, ça peut être plus compliqué puisque la ménopause est passée par là et le corps change, enfin le corps évolue toute la vie. Mais à 50 ans, ça fait un peu moins plaisir qu'à 30. Et il faut revoir sa garde-robe, c'est important de revisiter ses vêtements. On ne peut plus s'habiller de la même façon, faire attention aux matières, mais c'est une autre aventure qui commence. Et on peut justement se mettre à trouver de la joie dans la penderie après 50 ans. Il y a des femmes, je vois beaucoup de femmes qui ne savent pas qui n'ont jamais su comment s'habiller, parce que s'habiller c'était réservé à des femmes frivoles, parce que pas le temps de s'habiller, parce que j'ai trop travaillé, je me suis occupée de mes enfants, donc c'était pas le moment. Elles se rendent compte justement à 50 ans, quand le corps change, qu'il est peut-être temps de s'en occuper. Alors ça peut être aussi le moment où on souhaite trouver des bons basiques pour soi, ou alors se lâcher un peu. J'ai toujours été habillée en noir, en terne, et là justement, je veux trouver qui je suis à travers mes vêtements. Enfin, à travers mes vêtements. Moi, j'avais une petite question et qu'on se pose souvent avec Sophie. On a même du mal, et là, je pense que toutes les trois, et surtout Isabelle, pourront répondre. On a du mal à trouver même une représentation visuelle dans les bases de données de photos. Quand on veut illustrer des articles ou écrire de cette femme qui a plus de 45 ans. Soit elle a des cheveux blancs, on essaye de lui apprendre l'informatique avec un mari machin. Voilà. Non mais voilà, et on essaye de lui apprendre l'informatique parce qu'on sait très bien et que c'est un homme qui lui apprend. Cette photo, je l'adore. Soit c'est une femme mais qui ne ressemble absolument pas du tout à une femme de 45 ans qu'on voilà, mais c'est exactement ce qu'on dit. C'est exactement ce qu'on dit. Tu vois, il y a même pas cette représentation, voilà, dans les bases d'images. Dans les magazines, quand il y a un spécial vieille, dans les magazines féminins, mais il faut regarder à quoi justement ressemblent ces femmes qui ont 60 ans. Soit elles ont justement des cheveux blancs, mais forcément des cheveux très longs, blancs parfaits. Elles sont très minces, elles font du 34. Comme quand on voit le spécial grosse, c'est toujours une femme qui est pulpeuse, mais qui a une taille fine, qui a des attaches fines, qui est très bien proportionnée. Il n'y aura pas de femmes
grosse, c'est pas un gros mot de dire grosse, ou on peut dire aussi pulpeuse, qui aura des jambes poteaux et des bourrelets sous le soutien-gorge. Cette représentation-là n'existe pas. Et en effet, la femme de 50 ans qui a des bourrelets et qui n'a plus de taille, on ne la voit pas. C'est pour ça que c'est vraiment un problème de représentation. Hein. Je reprends mon dada. Nous, les demandes en tant que comédienne, les castings qu'on reçoit, on nous appelle très souvent. En fait, ils cherchent une femme de 50 ans, mais en fait, ils veulent une mémère. C'est-à-dire qu'il y a un inconscient collectif qui s'est constitué par rapport au cinéma. Je voyais passer tout à l'heure la publicité aussi. Mais bien sûr, la publicité, le cinéma, la télévision, tout ce qui renvoie des modèles et des miroirs à la société, a construit un inconscient collectif dont nous sommes toutes et tous tributaires. Hein, on a intégré ces images-là, hein, qui renvoient à l'inconscient que, passé 50 ans, on est des vieilles grand-mères avec gilet charentaise. C'est-à-dire ça fait un saut direct. La partie des femmes, aujourd'hui, les femmes, passé 50 ans, ont encore 30 ans de vie devant elles. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 30 ans de vie? C'est pas possible de passer sous ça. D'ailleurs, Blandine Lenoir, qui est une réalisatrice qui a fait ce film Aurore, elle a dit, j'ai fait ce film parce que je me disais comment avoir envie d'aller vers un âge qui n'est pas représenté. Et moi, j'arrête pas à toutes les jeunes, je suis maman, donc je suis très entourée de jeunes femmes, je n'arrête pas de leur dire que la ménopause, c'est aussi formidable. Ça n'est pas que prendre des gélules pour garder un ventre plat et l'horreur des bouffées de chaleur. On acquiert aussi personnellement une maturité psychique, une maturité professionnelle, une maturité, nous comédiennes, une maturité d'expérience de jeu avec toutes les aventures artistiques qu'on a traversées, avec tout ce que l'on a vécu. On a une maturité phénoménale et on ne le représente pas. Alors, comment une jeune femme peut avoir envie, effectivement, d'aller vers cet âge-là? Effectivement, c'est important parce que c'est très bien, tu devançais ma question pour revenir à l'enjeu de société. Et une des questions, c'était pourquoi c'est si important pour la génération de nos filles derrière. C'est important pour nos filles parce que les œuvres artistiques, les fictions, au-delà d'être des objets de divertissement, au-delà d'être des objets d'art, hein, sont aussi, transportent des valeurs qui construisent cet inconscient collectif. Qui nourrissent cet inconscient collectif. Et donc, c'est très important. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui ne fournit comme modèle que des femmes jusqu'à 45 ans ou alors après des toutes vieilles. C'est-à-dire que la femme n'a pas d'espace d'épanouissement, la femme ne se réalise pas. Alors que je crois que nous sommes nombreuses, passé 50 ans, à se réaliser. Moi, je fais des choses aujourd'hui que je n'aurais pas pu faire à 20 ans, 30 ans. On est dans une expérience de vie, on est dans une maturité psychique professionnelle beaucoup plus grande. On se révèle souvent. Après 50 ans, Françoise Héritier disait ça. Françoise Héritier, elle a dirigé le Collège de France à 50 ans. Et tous ses grands livres, elle est tellement appréciée, tellement reconnue. Mais tous les grands livres, toute sa pensée, elle l'a développé, les grandes choses qu'elle a fait, c'était après 50 ans. Donc, il faut montrer à la jeunesse, à nos filles et à nos garçons aussi. Hein, il faut montrer juste avant que la femme. Non, je finis juste. Donc, c'est important pour les filles, c'est important pour les hommes, parce que les hommes, si nous on avance, si on se débarrasse de nos dictats, de cet inconscient collectif du sois belle et tais-toi, et ben eux, ça va peut-être aussi les débarrasser du sois fort et pleure pas. C'est la même chose. On avance ensemble. Hein, et c'est important pour la société. Parce qu'il est important de vivre, évidemment, dans une société où cette égalité, peu à peu, adviendra. Hein, c'est ça l'utopie pour laquelle on combat. Sandrine, tu voulais poser une question? Oui, juste, et pour rebondir sur ce que disait Marina et de passer la parole à Catherine, moi, je me suis rendu compte d'une chose.
entre autres, dans mon travail, je suis enseignante et des fois, il m'arrive de dire mon âge à mes élèves et ils me disent « Ah, mais c'est pas possible, vous faites pas votre âge. » Pour eux, il y a aussi un décalage, et peut-être que Catherine pourra nous dire, entre la vision d'une femme de 50 ans, donc pour eux, je pourrais être leur mère, et en fin de compte, pour eux, c'est pas possible parce que, en fin de compte, les stigmates, je n'ai pas les stigmates de la vieillesse sur mon visage. Et je leur ai dit, mais une femme prenez, moi, ma mère qui avait 50 ans ou mon arrière-grand-mère qui avait 50 ans, plus on avance et moins on fait notre âge. Et là, il y a vraiment décalage. Enfin, moi, je vois. Et du coup, je me demandais comment on pouvait faire aussi pour raccorder aussi régler ce problème-là. Déjà, tu as raison. Déjà, on pourrait dire notre âge. Moi, je le fais souvent. Alors, je me présente, je suis Marina Tomé et je vais bientôt avoir 62 ans. Alors, forcément, on dit, mais c'est pas possible, tu les fais pas. Et avant, je disais, parce que j'ai pris conscience, hein, ce travail fait beaucoup de prise de conscience. Et je répondais à chaque fois qu'on me disait, ah, mais tu ne me les fais pas, je disais, merci. Comme si c'était une victoire de ne pas faire ça. C'est ça. Comme si, merci, ouf. Voilà. Alors que maintenant, je réponds, mais oui, regarde-moi bien. 62 ans, c'est ça. Regarde-moi bien. Et je me lève, je fais le show quand je suis sur scène, etc. Mais voilà, c'est très important d'éduquer nos regards et de cesser de dire ça. Alors, le millimètre qu'on fait chacune, voilà un millimètre que j'ai vraiment mis en place depuis cette prise de conscience. Je dis mon âge, et si on me dit tu ne les fais pas, je déroule le tapis de la conscience, de la prise de conscience de qu'est-ce que c'est aujourd'hui une femme de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans. Catherine, sur le même sujet. Catherine, 64 ans. Et Catherine, j'aimerais t'entendre particulièrement sur l'enjeu de société pour la psyché des hommes. Parce qu'on parle de les générations d'après, mais je pense que concernant les hommes, c'est aussi tout bénef, non? Bien sûr, bien sûr. Je vais d'abord parler de la perte, parce qu'il semblerait, dans notre société, qu'on envisage l'avancée en âge sous le seul angle de la perte. Nous perdons, nous perdons, nous perdons. Or, nous venons avec Marina de souligner que nous avons un acquis de compétences et dans de très, très, très nombreux domaines, dans des domaines professionnels, les domaines matière grise, les domaines intellectuels particulièrement, tous les domaines qui demandent de l'expérience, les artisans, etc., etc., mais aussi dans les domaines de vie, de relations humaines. On se comprend mieux, on met un peu d'eau dans son vin et patati et patata. Et moi, en tant que psychanalyste, en aucun cas, je n'envisage de prendre ma retraite parce que plus ça va et meilleur je suis. Donc, évidemment, je vais mourir en scène, Marina. Je vais y rester dans ce fauteuil. Donc, voilà, l'acquis de l'âge, mais on ne peut pas avoir dès 30 ans l'acquisition de crème anti-âge et avoir envie de vieillir. Les mots ont leur poids, ont leur importance. Donc, nos filles, et je viens à tes hommes après, nos filles, lorsqu'elles voient que nous évoluons, que nous avons plaisir à être d'âge en âge et on ne fait pas tout à fait les mêmes choses, parce que oui, c'est vrai que danser toute la nuit à 64 ans, c'est juste un petit peu fatigant. Mais en revanche, moi j'adore danser, je continue à danser, mais un peu différemment, je mets une semaine pour récupérer. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi l'effet de l'habit. Isabelle, et ensuite je viens à tes hommes. Isabelle, je suis d'accord, les habits, mais c'est pas si simple néanmoins. Parce que déjà pour se choisir des choses qui nous vont, il faut déjà être à peu près bien dans sa peau. Donc c'est vraiment tout un débat extrêmement compliqué, la façon dont on se montre, parce que ça dépend aussi de la façon dont on nous a parlé. Si on nous a dit t'es jolie, c'est pas la même chose si on a dit oh, tu fais pute. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup de choses, c'est pas si simple. Bien évidemment, Sophie, bien évidemment, que plus nous avançons en affirmant qui nous sommes et nous avons des rapports avec les autres que sont les hommes d'une façon tranquille, et plus ils y gagnent. Parce que oui, effectivement, ils vont pouvoir pleurer. Non, ils n'auront pas besoin de toujours être forts. Et comme s'il y a la ménopause, il y a aussi l'andropause. Comme à partir de 45 ans,
il y a un problème au niveau de l'érection, sinon il ne se vendrait pas autant de petites pilules bleues tout de même, il faut y réfléchir. Donc s'il y a quelque chose qui évolue dans le culte de la performance et une sexualité qui passe un peu à d'autres activités qu'uniquement ce qui avait été à l'ordre du jour à 25, 30, 35 ans, eh bien, nous y gagnons tous en sérénité et également en épanouissement. Donc, les hommes, contrairement à ce qu'ils ont, ils ont la trouille que plus nous serons bien et puissantes et plus on leur fera de l'ombre, ce qui est tout à fait l'inverse, parce que plus nous sommes bien et puissantes et plus eux, ils peuvent s'épanouir avec nous. Mais pour tout ça, il faut qu'ils aient un certain degré d'évolution. Et alors, le rapport que nous avons avec ces messieurs dépend de la société en global, parce que Marina, encore une fois, la représentation sociale qui est dominante dans notre monde, c'est plus James Bond que le mec qui se prend la tête et qui vient sur mon divan. Parfois, on me dit, mais tu as autant d'hommes que de femmes, ou tu dois avoir beaucoup plus de femmes. Bah, figurez-vous que non. J'ai 45% d'hommes, 55% de femmes. Et pourtant, je suis quand même connue comme étant avec un certain nombre d'idées, etc., etc. Donc, si vous voulez, on a besoin peut-être de coller à la réalité. Parce que aussi, la différence d'âge entre les hommes et les femmes n'est pas celle qu'on voit dans les films. Les gens, ils n'ont pas 20 ans de différence d'âge entre les couples. Les mecs, ils se barrent pas tous avec des jeunettes parce que parfois, ils s'emmerdent avec un groupe de jeunes. Ils n'ont pas les mêmes référents, etc., etc. Et puis, comme je le disais, il faut tenir toute la nuit pour danser et autres activités physiques. Et c'est pas si simple pour ces messieurs qui ont la soixantaine. Donc, voilà, tout ça, il faut ouvrir les yeux et les dessiller afin d'être vraiment dans un rapport humain. Et quand on parle de relations sexuelles, il y a bien le mot relation, il n'y a pas que de la pornographie. Et donc, voilà, le rapport sexuel, c'est peut-être entre deux personnes et peut-être on a besoin de réfléchir au sens des choses et être un petit peu plus dans une réflexion existentielle et un peu moins superficielle et un peu moins dans les représentations qui sont fabriquées peut-être pour vendre, peut-être on a besoin de s'interroger sur tout ça et pas simplement regarder la surface des choses. Donc, dans ce qui est peut-être notre message le plus important, c'est que tout le monde a y gagné. Ouais. C'est pas pour revenir en arrière, c'est pour évoluer et avancer pour des choses plus chouettes puisqu'on va vivre plus longtemps. Et si on vit plus longtemps, a priori, ce serait quand même pour en profiter sur différents domaines et non pas se restreindre. Alors, si je peux juste préciser une chose pour Catherine, il y a quelque chose qui va t'intéresser, qui va intéresser tout le monde. Il y a un chercheur, Mathieu Arbogast, qui a fait vraiment une étude sur la sexualité des femmes de plus de 50 ans dans les séries policières du prime time. Ça veut dire, c'est quand même ce qui vient à la télévision chez vous à 20h30 le soir, dans tous les foyers. C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'est la sexualité des femmes des personnages féminins de plus de 50 ans dans ces séries policières? Ça, il faudra que je te l'envoie parce que ça va. Et c'est terrible. Parce que soit elles n'ont pas de sexualité. Oui, c'est Marlowe, oui. Soit elle a un problème, voilà, qui la dépasse. Soit c'est une mère de famille épanouie. Alors ça, elle n'est pas du tout un corps physique qui peut avoir une mère de famille épanouie. T'es mère ou t'es femme. Voilà. Et, soit elle a eu des histoires tellement douloureuses avec des partenaires que vraiment elle a fait une croix dessus. Elle ne veut plus jamais d'homme. Voilà. Donc on ne montre jamais. Ça tend un petit peu à changer ces dernières années, là, récemment. Mais on est encore très loin, justement. Ou alors elle est avec un singe. Ça, c'est l'autre version. C'est Charlotte Rampling. Là, c'est possible. Mais c'est intéressant, c'est la question de la représentation de la sexualité. Tout à fait, mais bien sûr. C'est pour ça que j'ai écrit mon bouquin, tu vois. C'est pour aller vers quelque chose qui démonte les représentations et qui permet à chacune de s'interroger. Mais moi, j'en suis où? Moi, je veux quoi?
Moi, alors là, il y a eu un article récent sur les divorces tardifs, les séparations grises avec les cheveux gris, voilà. Et voilà, il y a beaucoup de femmes de la soixantaine, une fois les enfants qui partent et on essaie de les avoir bien élevés, qui demandent le divorce. Parce que justement, elles en ont marre de ne rien faire, tu vois, c'est la série policière, ça dit quelque chose, elles en ont marre de la conjugopathie, alors peut-être là, elles passent chez Isabelle et elles s'habillent autrement, mais il y a quelque chose qui bouge vachement, l'énorme montée des demandes en divorce des femmes à la soixantaine, c'est un peu plus que 50, parce qu'il faut que les enfants se soient barrés, elles ont été faire un tour chez le conseiller conjugal, ça n'a rien fait, monsieur s'est endormi dans les charentaises, et elles disent, eh bien maintenant, moi je veux vivre. Oui, parce que j'ai juste, parce que je crois qu'on a quand même notre génération, pardon, après, mais juste notre génération a bien été… Vas-y, après je voudrais redonner la parole à Isabelle. Notre génération a bien été éduquée pour être responsable du collectif. Hein. Bien sûr. On sait, enfin moi et moi-même, hein, je dis on, je m'inclus dedans, on s'est un peu perdu, entre guillemets, dans la construction de la famille, le soutien de la famille, Bien les sûr. enfants, voilà, et qu'il y a un moment, on récupère son socle, on récupère son énergie, et c'est une énergie folle qui nous verticalise et qui nous permet de faire beaucoup de choses. Alors Isabelle, je reviens sur mes enjeux de société et je pense que ton expertise, elle est très intéressante concernant les enjeux de société dans la vie professionnelle. On sait que les vêtements véhiculent des codes de pouvoir. Est-ce que le vêtement de pouvoir masculin, on le connaît assez bien, c'est le costume gris, etc. Est-ce que des femmes reprennent le pouvoir avec le vêtement et dans ces cas-là, vers quel type de vêtements elles vont? Est-ce qu'il y a des nouveaux vêtements qui incarnent le pouvoir aujourd'hui pour les femmes, qui ne soient pas un calque de ceux des hommes, si jamais ce n'est pas le cas? Alors, elles reprennent le pouvoir grâce aux vêtements, mais elles reprennent aussi le pouvoir, enfin surtout sur elles-mêmes aussi. Et je rebondis juste sur la réflexion de Catherine. Bien sûr, c'est pas simple de s'occuper de soi et de trouver des vêtements dans lesquels on se sent bien. Sinon, c'est vrai que je ne ferais pas ce métier-là. Il y a beaucoup de femmes qui sont complètement perdues devant leur penderie, qui ne se regardent pas, qui n'ont même pas de miroir chez elles ou des miroirs découpés, un pour la tête, un autre pour les pieds, mais qui ne se voient pas et qui ne veulent pas se regarder et qui ont des lunettes déformantes, des lunettes émotionnelles qui les empêchent de se voir telles qu'elles sont. Elles voient devant elles, les femmes ont un regard très dur. Je vois un sac à patates, je vois un tonneau, c'est vraiment compliqué, encore plus bien sûr à la ménopause avec le corps qui change. Donc il faut se revoir. On ne peut pas se regarder avec un œil objectif, c'est impossible. Donc le vêtement aide aussi à ça. Quand on se sent belle dans un vêtement, ça aide aussi à se reconstruire et à travailler à l'amélioration de l'image de soi. Donc le vêtement du pouvoir, oui, il est différent. Je ne vois plus de femmes qui me demandent je veux m'habiller comme un homme, je veux un tailleur pantalon ou un tailleur vieillot. Ça marche plus. Alors il y a encore quelques années, il y a 12 ans, je voyais des femmes qui stagnaient dans leur entreprise parce que elles n'étaient pas habillées avec les codes du pouvoir. Elles étaient plutôt habillées comme une étudiante ou comme leur stagiaire ou comme leur jeune assistante. Et là, c'était pas possible. Mais justement, elles ne voulaient pas endosser ce costume, le tailleur. Donc, je trouve pour chacune leur habit de pouvoir. Alors maintenant, il y a aussi les habits de télétravail. Il y a la pile de télétravail qui n'existait pas avant. Alors, je pourrais dire, il n'y a pas de code du pouvoir. C'est vraiment des vêtements. Je donne des conseils individuels. Je ne peux pas dire pour tout le monde, porter un tailleur pantalon à fleurs ou porter un beau chemisier blanc. Ce ne sera pas non, parce que le blanc ne va pas à tout le monde, parce que certaines ne vont pas vouloir porter de chemisier. Ça va être une blouse en soie ou autre. Mais c'est vraiment
se sentir, c'est pas non plus des talons, parce que pour avoir du pouvoir, on peut se dire, moi j'ai besoin, certaines femmes me disent, moi j'ai besoin de talons, parce que j'ai envie de prendre de la hauteur dans tous les sens du terme. Mais d'autres me disent, non, je ne veux pas, je veux pas ça, j'ai subi des années de talons, j'en veux plus maintenant. Donc, chacune, j'aide chaque personne à trouver ses habits de pouvoir, mais je ne peux pas dire, ça serait aller à l'encontre de mon mantra, ne ressembler qu'à vous-même. Je ne peux pas dire, habillez-vous comme ça, portez une robe nette, droite. Non, c'est pas possible. Ça pourrait être, pourquoi pas, un tailleur pantalon avec des rayures tennis et des baskets dorées pour l'une. C'est aussi une question de stature, de posture. Mais on voit bien sur la question de la posture qu'on a encore quand même beaucoup de boulot à faire, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez sûrement ici toutes de l'histoire de la robe de Cécile Duflot, qui était quand même un truc hallucinant. On a l'impression qu'elle était venue en string de faire son discours, alors qu'en fait elle portait une robe hyper décente avec des manches, et on se dit mais il y a quand même un truc qui dysfonctionne sur ces représentations Oui, ça montrait un peu, c'est ce qui freine certaines femmes encore et certains hommes à s'occuper de leur apparence, à trouver des vêtements qu'ils aiment vraiment. Cécile Duflot avait une robe imprimée. Donc, évidemment, quand on aime les imprimer, on est soi-disant, on est futile ou on est narcissique. D'ailleurs, on se trompe souvent sur le sens du mot narcissique qui veut pas du tout dire ce qu'on pense. Mais c'est vraiment, il faut se cacher dans du noir, parce que le noir est soi-disant élégant, soi-disant amincissant, soi-disant le noir va avec tout, parce qu'il est faux. Là, on peut cocher les 3 cases et non. Mais enfin, Jacques Lang aussi s'était fait tacler avec. Je me souviens, oui. Mugler. Alors, tout le monde n'est pas comme ça. On voit quand même dans les femmes politiques, il y a des femmes qui osent porter davantage de vêtements maintenant, mais surtout parmi les plus jeunes. Oui, même Brigitte Macron, au tout début, elle aussi, elle en prenait pour son âge. Elle n'a pas le droit de porter du court à son âge, c'est ridicule, elle porte telle marque. Enfin, les femmes sont vraiment encore scrutées sur leurs vêtements. Même les actrices aussi. Souvent, on peut parler si on fait une interview d'une actrice, on va lui parler de sa garde-robe et pas de sa prestation. Ouais, Marina, sur ces questions-là, est-ce que ce dont on parle, j'imagine bien que non, mais ça tu vas me dire, est-ce que d'un point de vue, est-ce qu'il y a une universalité de l'invisibilisation des femmes après 50 ans? Est-ce que, par exemple, tu as eu des échanges avec des collègues américaines? Est-ce que le tunnel des 50, c'est aussi pertinent à Hollywood? Oui, bien sûr, c'est hyper pertinent à Hollywood. Ça commence même malheureusement plus tôt, ça commence à 35 ans. Donc, ce n'est pas le tunnel des 50, c'est carrément à partir de 35 ans, elles sont trop vieilles. Bon. Mais je te remercie de poser cette question avant que notre rendez-vous finisse, parce que c'est une chose très importante sur laquelle on travaille en ce moment, justement. J'ai vu passer Sophie Millon dans le chat et c'est elle qui en a la charge. On souhaite, quand le présentiel reviendra et qu'on pourra toutes se retrouver, on souhaite faire un nouveau colloque de la AFA Tunnel à l'international. C'est-à-dire, on est justement en train de chercher, donc je lance vraiment un appel. Il y a parmi les gens là qui nous suivent, si vous avez des contacts avec des actrices dans les autres pays, que ce soit aux États-Unis, dans les pays européens, on s'est posé cette question justement récemment. Est-ce qu'il y a d'autres actrices qui ont lancé le même type de combat que celui que l'on mène depuis 5 ans dans leur pays et comment ça se passe? Et on aimerait justement que le prochain colloque, pouvoir découvrir comment ça se passe dans les autres pays et quelles actions ont été menées, parce que tu as raison, c'est quelque chose évidemment international. Le patriarcat, pour le nommer, est international. Tout ce dont nous parlons depuis presque 1 heure, c'est le patriarcat, c'est cette domination masculine, et il est dans le monde entier. Donc, voilà, c'est partout. Et donc, on cherche vraiment à savoir, est-ce qu'il y a des actrices à l'étranger? Si vous avez des contacts,
Je serais absolument ravie que vous nous mettiez en contact avec des actrices ou avec des collectifs, avec des syndicats qui mènent cette bataille à l'étranger. On est en pleine recherche là-dessus. C'est noté, on va fouiller dans nos bases de données. Catherine, cette universalité, on a lu dans l'excellent ouvrage de Cécile Charlap sur la fabrique de la ménopause que certaines sociétés valorisaient les femmes après la ménopause. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Est-ce que, à ton avis, on est plutôt de l'ordre de l'exception? Est-ce qu'on peut constater quand même un comportement sexiste pour l'ensemble des femmes un peu global sur la planète? Mais bien sûr que c'est global sur la planète, puisque le patriarcat semble régner sur la planète Terre partout, et même pire encore dans certains pays que par rapport à nous ici. Donc, Cécile, ce qu'elle fait, c'est qu'elle parle du Konenki au Japon. Il n'y a même pas de mot pour la ménopause. C'est une étape parmi d'autres, etc. Mais ce qui ne veut pas dire non plus qu'au niveau des Japonaises, ce soit formidable d'avoir 50 ans et plus. Donc, il ne faut pas non plus idéaliser ce qui peut se passer parce qu'il n'y a pas de mots. Quand il n'y a pas de mots, d'un côté, ça peut être génial parce que c'est un non-phénomène, un phénomène qui n'existe pas puisqu'il n'est pas nommé, hein, n'est-ce pas? Mais en même temps, l'invisibilisation des femmes et leur catégorisation en tant que grand-mère et pas en tant que femme décidant de sa vie, c'est tout aussi réel également. En fait, il y a partout dans le monde une introjection des normes sociales dominantes. Donc, si dans la culture, dans la société, il y a une représentation des femmes après un certain âge comme étant moins femmes qu'avant un certain âge, parce qu'elles ne sont plus dans la reproduction, qu'elles ne sont plus marmites, comme on a dit avec Françoise Héritier et Marina tout à l'heure, et bien partout sur la planète, c'est comme ça. Mais nous, au niveau de notre inconscient, femmes et hommes, on l'a intégré. C'est-à-dire que si on ne l'avait pas intégré, il n'y aurait même pas de sujet aujourd'hui. Si on n'avait pas intégré que quelque chose est catastrophique à la ménopause, il n'y aurait pas de sujet. Parce que les hommes, malgré l'andropause, ils ne se vivent pas de la même façon que les femmes à partir de l'âge où elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Alors qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants forcément. Donc c'est ça. Le vrai problème, c'est l'introjection au niveau de notre inconscient sur le fait que ne pas avoir d'enfant, ne plus avoir la possibilité d'avoir d'enfants, est une catastrophe. Alors que peut-être, il y a l'âge des enfants, et puis après 40 et quelques années, il y a un autre âge où on fait autre chose et on se réalise autrement. Et ce n'est pas une perte que de ne plus avoir la possibilité de porter des enfants, c'est quelque chose qui nous mène à une autre étape de vie. Et c'est cela, c'est qu'en nous-mêmes, on a plusieurs planètes, puisqu'on a cette planète de l'inconscient à laquelle on n'accède pas d'entrée de jeu. Et c'est peut-être ceci que nous pouvons dénoncer afin que l'homme et femme ne puissent pas simplement penser au niveau de leur conscient, parce que notre inconscient, il agit. Sinon, on serait souvent dans beaucoup moins de difficultés que nous ne sommes. Voilà pour te répondre rapidement, puisque le temps a tourné. Oui, le temps file. Sur la disparition des femmes sur la planète, est-ce que justement, on ne voit pas, je dirais, en contrepoint de ça, sur les réseaux sociaux, et Isabelle, la question est pour toi, on voit fleurir des comptes qui prônent d'influenceuses et qui prônent le Grey Power, et ces influenceuses, alors certaines ont bien plus que 50 ans, hein, je pense à Iris Apfel, mais je pense aussi à des influenceuses de mode qui ont, alors je dirais, un peu désacralisé l'aspect mode justement en montrant des choses très pratiques et accessibles pour la majorité. Je pense au compte qui s'appelle That's Not My Age, qui est le compte d'Alison Walsh. Est-ce que ce mouvement, il était plus important à l'étranger, et je pense dans les pays anglo-saxons au démarrage, et que nous, on a suivi derrière? Est-ce que tu as
est-ce que tu as fait un constat de cet ordre? Oui, on a suivi, enfin, c'est vrai qu'ils sont souvent précurseurs, les anglo-saxons, pour montrer des morphologies différentes, pour plus d'audace vestimentaire. Alors en France, il y a beaucoup de femmes qui portent justement leur âge comme un étendard, qui revendiquent ça. Le nom de leur compte porte le nom, il y a l'âge dans le nom du compte. Mais il y en a d'autres qui ne parlent pas de leur âge. Et pourquoi pas, c'est aussi bien de montrer, de se montrer tel qu'on est et de pas être catalogué dans un âge non plus. Oui, c'est vrai. C'est parce que on n'est pas que notre âge, on a plusieurs facettes et on ne se réduit pas à une étiquette tel âge. Et ça, c'est super important. Entre autres, j'ai tel âge, mais par ailleurs, j'ai telle opinion politique, mais par ailleurs, j'ai telle philosophie d'existence. Oui. Donc, ne parler que de l'âge, ce serait réducteur. Et ça, vraiment, non. Oui, je trouve ça. Isabelle, de dire ça. Mais si je peux me permettre, sur l'âge, souvent, la femme, il y a différents niveaux de sa vie. Quand elle commence dans l'emploi, on se dit « Ah, t'as quel âge ?» parce que bientôt, tu vas nous faire des enfants. Vous voyez, il y a toujours ce rapport à l'âge pour la femme que j'ai pas l'impression que dans le continuum de l'homme, ça existe. Ah, oui, là, tu vas avoir tes règles. Ensuite, c'est « Ah, oui, là, tu fais… » Enfin, il y a toujours un truc… Oui, non, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui schmurte autour de l'âge pour la femme. Et je me dis, mais… Et même nous, des fois, ben, on a, comme le disait Marina, oui, on dit notre âge, en fin de compte, comme un espèce d'étendard, de dire, ben oui, vous voyez, j'ai 55 ans, ou j'ai 60 ans, ou j'ai 70 ans, mais oui, je ressemble pas à mon arrière-grand-mère, la pauvre, paix à son âme, elle est sous terre, quoi. Et je sais pas comment… Là aussi, c'est un sujet qui m'interroge, cette histoire de l'âge toujours et du temps pour la femme. Et on va finir avec Isabelle qui nous répondait sur l'apparition de ces comptes et de ce Grey Power. D'ailleurs, ce Grey Power qu'il ne faudrait pas qu'il devienne une nouvelle injonction, puisqu'on a des systèmes de bascule, c'est-à-dire que les femmes qui assument leurs cheveux blancs et qui veulent être visibles comme ça, c'est très bien, mais il ne faudrait pas que d'un autre côté, ça embarque des femmes qui n'ont pas envie de porter des cheveux blancs, qui n'ont pas envie d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire comment ne pas retransformer une libéralisation en nouvelle injonction. À partir du moment où on en parle, ça devient une injonction. C'est comme l'injonction de s'aimer quel que soit son âge. Ça aussi, c'est une injonction de dire vous avez 50 ans, aimez-vous comme vous êtes, acceptez-vous comme vous êtes. Alors ça m'horripile aussi ce mot acceptez-vous. On a le droit d'accepter, de ne pas s'accepter aussi. On a le droit de pas dire son âge. On a tous les droits. On a le droit de ne plus avoir envie de porter une mini-jupe, le droit de se teindre les cheveux ou pas. Mais ce côté je revendique mes cheveux ou m'énerve un peu parce que justement pour moi ça va devenir une injonction si on met comme disait Catherine que ça en avant juste ce côté-là. Alors comme on doit avancer, on a été super bavarde et comme on doit avancer un peu parce que je vois que l'heure défile, je vais vous demander à chacune, en fait j'avais plusieurs questions mais on va la résumer ça va être compliqué mais vous allez quand même me répondre de façon synthétique, en quoi cet âge est formidable et je vais faire référence au mythe de la sorcière que Mona Chollet a formidablement réexploité et en disant pourquoi peut-être que notre disparition et fait plaisir à beaucoup de gens puisque c'est l'âge de la sorcière et de la révélation et de la toute-puissance finalement. Si on refuse ce couvercle qu'on nous pose sur la tête, ça devient un âge extrêmement de puissance. Quel est votre avis sur la question, Marina? Mais tu as tout dit dans ta question, chère Sophie. Bah vas-y quand même. Mais oui, bien sûr, c'est l'âge de la puissance, comme je disais tout à l'heure, c'est l'âge de la puissance, de la maturité physique, psychique, émotionnelle, professionnelle. C'est l'âge du tout possible pour moi. Hein. Et comme c'est la fin, j'ai envie de dire, bien sûr, c'est chacune comment on peut avancer millimètre à millimètre. Mais puisque je parle ici au nom d'un collectif, hein, j'ai envie de reprendre le slogan de l'AAFA, pas seulement de l'AAFA Tunnel, mais le slogan de l'AAFA. Alors seul, on va plus vite,
mais ensemble, on va plus loin. Et Ouais, j'aime beaucoup complètement. ce slogan qui dit vraiment ce que nous avons, une possibilité de ce qui est à faire, c'est vraiment de s'unir contre ce famagisme dont il s'agit, hein, ensemble contre le famagisme. Je pense que forcément, alors on peut dire oui, c'est des injonctions, etc., mais on est tellement au début, on est tellement au tout début d'une parole qui se libère là-dessus et qui commence à peine à être entendue, qu'il ne me semble pas qu'on est déjà en train de donner des injonctions insupportables. Je crois qu'il faut vraiment qu'on continue, Isabelle, Catherine, comme vous faites chacune dans votre secteur, à avancer et à combattre ensemble ce famagisme que l'on subit alors que nous sommes au moment de notre puissance. C'est-à-dire, on est, et même si on retourne au qualitatif, on est la majorité des seniors. Les seniors sont la majorité de la population. Nous sommes la majorité d'une majorité. Et pourtant, nous sommes traités comme une minorité invisible. Donc voilà, il est question vraiment de prendre notre place, de briser l'omerta, d'apporter des prises de conscience, d'apporter des moyens, parce que le collectif permet à chacune, moi c'est ce que ça m'a fait, hein, de tenir debout, de se redresser, de rentrer dans une dynamique, de rentrer dans un combat, ça verticalise et ça rend plus fort. Et de se servir de notre force pour éclairer le chemin pour les autres et avancer. Catherine, sur cette puissance? Oui, bien sûr. Lorsque on arrive à renouer avec soi-même et à développer les points les plus essentiels, puisque cet adjectif est devenu à la mode depuis un an. Qu'est-ce qui est essentiel? Avec l'âge, il est probable que la plupart d'entre nous arrivent à décrypter ce qui est essentiel avec les épreuves de la vie, avec les expériences de l'existence. Comment on fait pour chacun de là où on est et où on en est d'ailleurs, on peut faire avancer collectivement des idées qui nous réunissent. Ça, c'est un grand débat parce que dès qu'on se met ensemble, on peut et on doit même laisser tomber un certain nombre de facettes. Donc, comment fait-on pour définir ce qui est essentiel à partir plus on avance dans la vie et plus on laisse tomber certains domaines? Et afin d'être plusieurs, mais je dis bien chacun de notre place, parce qu'on n'a pas les mêmes expériences de vie, on défend peut-être des points qui nous sont parus au fur et à mesure de la vie comme étant extrêmement importants et donc essentiels. Voilà, c'est peut-être tout ça qui fait qu'à partir d'un certain âge, on peut réussir à cheminer. Mais au fond, la vie, c'est un cheminement. Ça ne commence pas, ça commence tout bébé. Et on continue à laisser tomber des choses au fur et à mesure de la vie, parce que c'est inutile de les porter dans notre sac à dos. Mais en même temps, on en attrape d'autres parce que ça correspond à telle époque. Et on se simplifie peut-être la vie, et tant mieux si on se la simplifie. Mais, ça je suis tout à fait d'accord, il ne s'agit pas de donner quelconque injonction, puisqu'on n'a pas les mêmes essentiels. Et donc, s'il y a des hommes et des femmes qui pensent que au niveau de l'apparence physique, ils n'en ont plus envie, moi, ça ne me dérange pas. S'il y a des gens qui pensent au niveau de l'apparence physique que c'est vraiment hyper important maintenant, parce que justement le corps est un peu moins performant et qu'on va compenser par les béquilles que vont être les vêtements ou les cheveux ou je ne sais trop quoi, moi, eh bien, dans ce cas-là, libre à eux. Au fond, nous n'avons pas, nous, à définir le bien ou le mal. Nous avons à aider chaque personne à s'appuyer sur ce qu'elle pense et juge bien ou mal pour elle et pour la société, afin de faire évoluer les choses dans le meilleur des sens d'épanouissement individuel et collectif. Et là-dessus, peut-être on a des points communs, peut-être pas trop, enfin ça dépend.
Isabelle, sur cette notion de puissance retrouvée, est-ce que tu partages ce que viennent de dire Marina et Catherine? Est-ce que tu veux ajouter autre chose sur cette notion-là? Alors oui, je le partage dans le meilleur des mondes, mais les personnes que je vois n'en sont pas là. Très souvent, c'est 50 ans et je suis perdue, je suis en dépression, je ne m'aime pas, je me suis jamais aimée. Alors avec un accompagnement, on peut travailler. Bien sûr, tout est possible, tout est à faire. On peut se dire, on a plus le temps, on a l'expérience et c'est le moment de s'occuper de soi, d'aller voir aussi toutes ces parts qui jugent, parce que l'auto-jugement, c'est un sacré saboteur. Et c'est aussi d'accueillir ce qui a du mal à s'aimer. C'est une ouverture. Être doux avec soi, être bienveillant. Et c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais que j'aime bien. C'est vraiment il est temps d'avoir de la douceur avec soi. Et c'est un vaste programme. Ouais, je suis complètement d'accord. On avait encore 2000 choses à dire, mais peut-être qu'on refera une V2, une saison 2 du sujet, parce que je pense qu'il est inépuisable. Avant de vous quitter, moi, je vais vous lire une phrase que j'ai piquée sur ton site, Marina, que j'adore, qui dit « Agis, agis, ne prends pas de pause. Les femmes comme nous ne sont belles que dans le mouvement. » Marina a coupé son micro. Attends. Marina, tu as coupé ton micro. Pardon, voilà. Je voulais pas faire de bruit pendant que Isabelle parlait. C'est une phrase que j'ai écrite en fait il y a très très longtemps. Elle ne vient pas de la bascule des 50. J'ai écrit cette phrase il y a très longtemps. C'est une phrase que me disait ma mère. Et c'est un peu ma phrase totem. Ma mère qui était une grande féministe de la première heure. Et c'est ma phrase totem que je case dans tous mes textes de théâtre que j'ai écrits. Enfin, j'en ai écrit 3. Et je case toujours cette phrase. Elle trouve toujours sa place. On dirait qu'elle a été écrite juste pour ce texte-là. En fait, je la case partout. Carrément. Donc, je te remercie beaucoup de l'avoir nommée. Elle nous parle, enfin en tout cas moi, elle me parle énormément. Est-ce que, avant qu'on se quitte, Sandrine, tu as des questions à nous relayer? Il y a tellement plein de questions. Alors, au fil de l'eau, j'ai mis les ouvrages, j'ai mis voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un mail avec les questions aux personnes qui pourront répondre. Soit on vient pour une V2 et on y va. En tout cas, mesdames, vous avez fait réagir parce que, au-delà, vous avez vu, j'étais toujours en train de… Mes réseaux sociaux n'ont pas arrêté d'exploser parce qu'on nous disait que c'était super, tout ce que vous leur disiez, c'était hyper encourageant. Je vous remercie beaucoup. On a plus de 90, 70 inscrits, des gens qui attendent le replay. Moi, je vais donner des actualités avant qu'on se quitte. On a Mathilde qui a rejoint l'équipe de Simone et qui est journaliste. Voilà, on lance une étude, on lance un questionnaire, on aimerait que vous y répondiez, on va le mettre très rapidement sur les réseaux sociaux. On a un livre blanc à la rentrée, on prépare vraiment beaucoup de belles choses. Mesdames, j'espère en tout cas Isabelle, Catherine, Marina, qu'on se reverra très rapidement sur ce sujet, comme vous avez vu, qui a fait beaucoup bouger et qui a fait qu'on s'interroge encore beaucoup. En tout cas, nous, on sera là le mois prochain. Je ne sais pas pour parler de quel sujet, mais on sera là. Et on est ravis quand même que sur un sujet autre que le travail, on ait réussi à vous réunir toutes autour de ce sujet. Voilà. Alors moi, c'est difficile de regarder le chat en même temps, mais j'ai vu passer des tas de gens qui mettaient des infos, des liens, tout ça. Je veux bien que tu nous les envoies aussi. Je vais vous envoyer le suivi de conversation à toutes les trois. Comme ça, vous pouvez répondre à toutes les trois avec la liste des participants. Voilà. Et puis, j'ajoute, pour vraiment terminer, qu'on va sûrement mener des actions collectives sur ce sujet-là. Donc, on va fédérer toutes les bonnes énergies pour être encore plus visible dans les prochains mois. Donc, restez en ligne. On vous informera de nos cogitations et de nos actions. Marina, Catherine, Isabelle, mille merci. À très vite pour une deuxième saison sur le sujet. Et je vous souhaite une très belle journée à toutes et au mois prochain. Ciao. Et ne vous inquiétez pas, mesdames, pour le replay, parce qu'on me l'a posé. Le replay, dans les 5 minutes, vous l'avez sur votre ordinateur et il est sur notre chaîne YouTube dès l'après-midi. Je le posterai sur les réseaux sociaux. Quelle rapidité. Merci à toutes. À très bientôt.
Au revoir à toutes. Merci. Ciao. Au revoir.